Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, on commence d'abord par vous dire que l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda fait parler. Fait parler déjà pourquoi? Puisque Maître Jean-Claude Katende, le président de l'Azado, est monté au créneau avec sa page d'opinion libre pour dénoncer le retour en force des Rwandais dans le mine congolais légalement. Pourquoi il a dit légalement? Il va nous expliquer. Et en plus de cela, nous allons parler également de pillage au sein de nos entreprises, l'enrichissement illicite dans nos entreprises. Est-ce que nos entreprises produisent vraiment convenablement? Tout ça et d'autres questions d'actualité. Et certainement, nous allons parler affaires billets, revues à la baisse, affaires d'autres chinchards, bien sûr, de première nécessité sur le marché. Là, il y a déjà confusion, puisque la FED s'oppose à cette décision et d'autres entreprises sont d'accord. Alors, qui dit mieux? Chers compatriotes, nous sommes là toujours pour parler de la République démocratique du Congo. Restez avec nous calmement jusqu'à la fin. Vous allez découvrir de révélations comme il s'y doit avec Maître Jean-Claude Katende, le gardien du temple JCK. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Vous venez de dénoncer, ou soit vous venez de publier une page d'opinion libre dans laquelle vous demandez qu'on puisse dire aux Congolais les sous-bassements de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Vous fustigez quoi et vous avez crainte de quoi? Je vous remercie pour votre question, mais aussi pour l'invitation à votre émission. Je dis d'abord que je ne dénonce rien, je ne fustige non plus rien. Je rappelle seulement un certain nombre de faits historiques. Comme vous le savez, en 1996, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda sont entrés derrière l'AFDL dans notre pays, avec deux missions importantes. La première, c'était de prendre le pouvoir politique à Kinshasa, ce que l'AFDL avait fait, et la deuxième mission, c'était de contrôler les immenses ressources de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, cette exploitation illégale s'était fait accompagner de la commission de beaucoup de crimes graves dans notre pays, des crimes à mettre sur le compte des troupes qui étaient entrées irrégulièrement dans notre pays, les troupes du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Nous le savons tous. Et vous savez combien les populations congolaises, et particulièrement de l'Est de la République démocratique du Congo, ont souffert de cette invasion de notre pays par les troupes des pays que je venais de mentionner. Aujourd'hui, avec le président Félix, il a pensé privilégier, n'est-ce pas, la diplomatie. Les résultats de cette entreprise qu'il a commencée ne pourront être mesurés que plus tard. Mais je peux me permettre de dire que beaucoup de Congolais ne sont pas d'accord avec lui sur cette manière de procéder, dont moi-même d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons toujours estimé qu'avant de passer aux accords économiques qui intéressent énormément le Rwanda, il y a tout ce passé des crimes commis en République démocratique du Congo qui doit être liquidé entre le Rwanda et notre pays. Vous voyez ce que le Rwanda a fait avec la France. Ils ont d'abord évalué ce qui s'est passé lors du génocide. Ils ont fait des rapports. Le Rwanda a fait son rapport, la France avait son rapport. Ils sont arrivés à des conclusions pour rétablir les faits historiques et après, ils ont accepté de renouer les relations et de pouvoir continuer la coopération. C'est comme ça que les choses se font.
Vous ne pouvez pas construire l'avenir en occultant le passé. Voyez-vous? Et aujourd'hui, comme vous le savez et je le disais, le Rwanda était venu avec les autres pays, avec les armes à la main, pour exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. 25 ans après, le Rwanda revient par la grande porte dans notre pays avec cet accord qu'il a signé avec le gouvernement congolais pour l'exploitation de l'or dans la province du Maniema. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il faut que nous puissions nous rendre seulement compte que les lois de la République démocratique du Congo obligent le code minier, obligent que le gouvernement publie tous les contrats, tous les accords, tous les protocoles d'accord passés sur l'exploitation des minéraux dans notre pays. C'est la loi qui l'exige. Moi, je n'ai fait que rappeler les termes, n'est-ce pas, de nos lois. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est quoi? En tant que peuple congolais, nous avons le droit de savoir qu'est-ce que notre pays va donner dans ce partenariat. Certainement, c'est le Congo qui va donner les mines d'or. Mais il faut que ces mines d'or soient évaluées à leur juste valeur pour que nous puissions savoir qu'on donne autant des mines d'or et le Rwanda apporte quoi dans ce partenariat. Il ne faut pas que ce soit un partenariat où le Congo apporte et le Rwanda n'apporte rien. Le partenariat suppose que chaque partie prenante apporte quelque chose. C'est quoi que le Congo donne, c'est quoi que le Rwanda apporte. Ça, nous devons le savoir. Et maintenant, si nous savons, nous connaissons les apports, on doit aussi savoir qu'est-ce que le Congo gagne, qu'est-ce que le Rwanda gagne. Le président Tshisekedi s'est inscrit dans le combat pour la lutte contre la corruption, mais la lutte contre la corruption implique aussi la transparence, parce que la corruption ne peut émerger que dans l'opacité. En rappelant ces termes de loi de la République démocratique du Congo, nous n'avons nullement dit que le gouvernement ne va pas publier l'accord, mais c'est de notre devoir en tant que citoyens de rappeler notre gouvernement à ses exigences. Tout ce que nous ne voulons pas, c'est que cet accord soit passé sous silence et que plus tard, Kagame, le président Kagame, revienne au Congo pour exiger que la République démocratique du Congo n'a pas respecté les accords. L'histoire la plus récente indique que ce qui avait poussé, n'est-ce pas, le Rwanda a financé plusieurs rébellions dans notre pays, c'était le non-respect des accords de l'Émirat. C'était le non-respect des accords de l'Émirat. C'est pour ça que nous disons, si il y a quelques années, le Rwanda était venu exploiter les ressources avec une arme cachée dans le dos, aujourd'hui, le Rwanda va les exploiter avec un papier signé par la République démocratique du Congo. Et nous devons savoir quel est son contenu. Les contenus que vous cherchez, c'est pour qu'ils soient conformes au code minier ou qu'ils soient avantageux pour le peuple congolais? Non, le président de la République, dernièrement, lors de son voyage à Kolwezi, il a décrié certains contrats qui ont été signés, mais qui ne profitent pas à la République démocratique du Congo. Donc, s'il s'est plaint pour les contrats dans les lois là-bas, nous devons aussi savoir le protocole qui vient d'être signé, c'est au profit du Congo ou pas. C'est élémentaire qu'un peuple puisse demander, parce que le président de la République, les membres du gouvernement prennent ces engagements au nom du peuple congolais. Et donc le peuple qui est le patron, comme cela est dit dans le contenu de prestation du serment, je voulais dire le contenu du serment du président de la République, c'est le peuple congolais qui est le patron, et donc le patron doit pouvoir savoir ce qui se passe. Très bien. Certains pensent aussi que ces trois accords signés avec le Rwanda peuvent mettre fin aussi à l'insécurité de l'Est, puisque jadis, certains groupes armés dans l'Est, qui opéraient dans l'Est,
Certains disaient également que ces derniers étaient soutenus par le Rwanda. Pensez-vous que cette fois-ci, on peut avoir la paix? Nous ne pouvons pas préjuger sur ces accords tant qu'on ne les a pas lus. Très bien. Pour savoir s'ils vont privilégier la sécurité à l'Est ou pas. Les Rwandais et les autres pays ont mis en place un système de s'enrichir à moindre coût. Est-ce qu'ils vont vraiment s'inscrire totalement dans un système transparent où on sait ce qui entre et ce qui sort, où on sait qui gagne quoi et qui perd quoi? Ça, c'est une question sur laquelle je ne peux pas aujourd'hui me prononcer tant que je ne suis pas en possession de cette de croyez ces pas trois à la documents. bonne foi de Kagame? Vous savez que on dit que les gouvernements n'ont pas d'amis. Et donc cet adage, ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est un adage qui a couru des siècles. Et donc on doit savoir que cet adage n'a pas changé aujourd'hui. Le président Kagame ne se battra jamais pour le Congo et le président Tshisekedi ne se battra jamais pour le Rwanda. Chacun a un mandat que le peuple lui a donné pour qu'il travaille en faveur du peuple de son pays et c'est tout à fait normal que cette compétition d'intérêts puisse se poser, mais chacun doit faire les choses de telle sorte que le drap soit tiré un maximum de son côté. Parlons un peu du code minier, des contrats par des accords pareils signés, des accords pareils en rapport avec le code minier. Le code minier dit quoi lorsqu'il s'agit de signer de tels accords? Non, je pense que les codes miniers donnent certainement aux autorités congolaises la compétence de signer ces accords. Oui, mais les codes miniers ne donnent pas les modèles de contrat. Très bien. Comment ça doit être passé. L'essentiel est que dans tout contrat, il y a toujours deux parties ou plusieurs parties. Mais non, quand vous voulez monter une entreprise, chacun apporte dans le capital. Et c'est ce que nous voulons savoir. Dans les capitales pour la société éventuellement qui sera mise en place entre la République démocratique du Congo et la société rwandaise, qu'est-ce que le Congo va apporter? Qu'est-ce que le Rwanda va apporter? Parce que c'est en fonction des apports que chaque partie s'attendra à avoir des résultats et des bénéfices. Et nous, on a besoin, ardemment besoin, de voir cet accord comme la loi congolaise l'oblige. Très bien. Mais j'ai vu encore le Rwanda ému, lever bien sûr, le Rwanda bien sûr manifester sa volonté de soutenir encore l'état de droit dans l'est du pays. L'état de siège plutôt. Bon, vous doutez encore là d'abord, l'état de siège, c'est une question qui relève de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas au courant que le président Tshisekedi ou les gouvernements aient sollicité, n'est-ce pas, l'apport du Rwanda dans le cadre de cette lutte. Ce qui est vrai, ce qui est constant, c'est que certains groupes rebelles qui ont eu lieu à l'est de la République démocratique du Congo étaient soutenus par le Rwanda. Ça, personne ne peut le contester parce qu'il y a des rapports nationaux qui le disent, il y a des rapports des ONG internationales dont l'Organisation des Nations Unies qui le disent. Est-ce que le Rwanda s'est totalement départi de cette politique de soutenir des mouvements rebelles à l'est du Congo? Ça, je n'en ai aucune preuve jusqu'à ce jour, mais ce que nous souhaiterions, c'est que le président de la République avance, mais qu'il soit prudent, parce qu'il connaît bien la personne qui traite avec lui. Très prudent. Qu'est-ce qui fait que les Congolais ne bénéficient pas de leurs minéraux? Bon, il y a plusieurs raisons qui font que les Congolais, à un certain moment, n'avaient pas bénéficié des minéraux. Voyez-vous, d'abord, il faut partir, n'est-ce pas, de l'ancien code minier de la République démocratique du Congo qui était presque au bénéfice des entreprises minières. Voyez-vous,
Et aujourd'hui, nous avons un code qui met beaucoup d'accent sur le développement des communautés. Quand vous regardez le code minier de 2002, vous allez effectivement vous rendre compte que, par exemple, pour la répartition de la redevance minière, 60% revenaient à Kinshasa, 25% revenaient à la province, au gouvernement provincial de l'endroit où l'industrie est installée, où l'exploitation est faite, et 15% à la localité où l'exploitation se fait. Mais fort malheureusement, tout cet argent devait d'abord venir à Kinshasa. Et Kinshasa avait des difficultés pour rétrocéder aux provinces. Et donc, ce qui fait que les provinces n'avaient pas suffisamment de moyens pour se développer. Aujourd'hui, c'est une situation contraire. Les localités, les entités territoriales décentralisées où les entreprises sont installées reçoivent 15%. Et aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent qui vient d'abord à Kinshasa pour rentrer en province, c'est de l'argent que les entreprises versent directement sur les comptes de ces entités et du gouvernement de la province. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entités territoriales décentralisées qui ont des industries extractives reçoivent énormément d'argent. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de mécanismes mis en place pour faire participer les populations à la définition de programmes et de projets qui doivent être mis en œuvre. Vous allez voir que dans certaines entités décentralisées, vous allez voir que quand ces entités ont commencé à avoir de l'argent, bon, les responsables, les chefs coutumiers ou les responsables des secteurs, des mairies ou des communes ont commencé d'abord par s'acheter des voitures, des belles jeeps, par construire des beaux bureaux. Wow. C'est utile, mais est-ce que c'est ça, c'est que le peuple attend de tout ça? Voyez-vous? Et donc, nous avons maintenant l'argent qui arrive au niveau de localité, au niveau de la base, mais cet argent n'est pas très bien géré. C'est le travail que l'initiative de transparence des industries extractives en République démocratique du Congo est en train de faire aujourd'hui pour suivre toutes ces entités territoriales décentralisées afin de s'assurer que l'argent est dépensé dans l'intérêt du développement des communautés et surtout renforcer les capacités de toutes ces institutions pour que cet argent soit bien géré. Voilà, messieurs, dames, vous avez compris que nous sommes là en train de parler bien sûr de nos minéraux. La RDC, on dit qu'il a beaucoup de minéraux. Oui, beaucoup de minéraux, mais un pays qui souffre toujours, qui a une population qui manque de tout. On se pose mille et une questions, mais c'est dire quoi tout ça? Avons-nous aussi beaucoup d'entreprises dans ces domaines? D'abord, je voudrais préciser en rapport avec la question précédente qu'il y a aussi, le Congo ne se développe pas parce qu'il y a aussi la mauvaise affectation des ressources au niveau du budget de l'État. Oui. Vous allez voir que c'est le fonctionnement des institutions qui prend beaucoup d'argent. Voyez-vous? Donc, il faut payer les salaires, il faut faire fonctionner les institutions. Plus de 50% du budget du Congo est affecté au fonctionnement des institutions, ce qui n'est pas normal. Et il n'y a pas beaucoup d'argent mis dans les investissements. Les investissements, en fait, qui profitent directement, qui permettent à ce que les communautés aient des services de base. Maintenant, dans le cadre de la question que vous avez posée, en rapport avec les ressources minières, il faut noter que nous avons plus de 100 entreprises minières en République démocratique du Congo. Appartenant à l'État congolais? Non, dont la majorité est basée dans l'ancienne province du Katanga. Quand je parle de plus de 100 entreprises minières, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui appartiennent à l'État et les entreprises privées. L'État, non? Et en ce qui concerne les entreprises appartenant à l'État, l'État doit, dans les secteurs miniers, l'État doit avoir une dizaine d'entreprises. Oui, une dizaine d'entreprises qui lui appartiennent sur les 100.
Wow. Donc, c'est un secteur qui est dirigé par les expatriés ou les Non, étrangers. il faut ou savoir le privé. il faut savoir que beaucoup d'entreprises sont en partenariat, beaucoup d'entreprises privées sont en partenariat avec les entreprises de l'État, comme l'AMIBA, comme Sokimo, comme Sakima, comme la GECAMINE, voyez-vous? Parce que ce sont en fait ces entreprises qui ont des carrés miniers. Oui. Et soit elles concèdent ces carrés miniers à des entreprises privées, soit on monte des entreprises en partenariat pour exploiter. Donc tout compte fait, je pense que ce secteur est toujours contrôlé par le gouvernement congolais. Secteur contrôlé par le gouvernement congolais. Connaissez-vous un monsieur Dan Gettler? Je crois n'avoir pas massacré ce nom-là. Non, Dan Gettler, c'est un monsieur que je n'ai jamais rencontré, mais dont on entend beaucoup parler, compte tenu du rôle négatif qu'il a joué dans l'exploitation des minéraux. Des investigations sur lui. Non, des investigations, oui, mais à dire que je les connais, je les connais dans le cadre de l'exploitation. Dans le cadre de l'exploitation, de tout ce qui s'est dit en son encontre, paraît-il que le monsieur, c'est le roi aujourd'hui en RDC dans ces domaines. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais moi je pense personnellement que quand un investisseur étranger vient au pays, il veut faire le maximum, n'est-ce pas, le maximum de bénéfices possibles. Moi, par contre, au lieu de fustiger Dan Gettler, il faut fustiger les comportements de nos autorités. En fait, dans tous ces accords, ils ont vendu des actifs miniers à des prix vils pour tirer profit sur les champs et les personnes qui les ont achetés les ont vendus à des prix multipliés par 3 ou par 5. Vous voyez? Donc, ça veut dire en d'autres termes que Dan Gettler constitue un problème pour le Congo aujourd'hui parce que certains des responsables politiques à l'époque où ces contrats étaient signés ont bénéficié, n'est-ce pas, de prix donnés par M. Dan Gettler. Ah oui, compliqué. Voilà, nous sommes toujours dans les secteurs, mais on parle quand même d'autres entreprises publiques de l'État. Nous avons beaucoup d'entreprises publiques de l'État aujourd'hui qui sont appelées Canaboité, on ne sait pas c'est dit à quoi. Il y a d'autres entreprises qui vendent leurs services à l'État, à la population congolaise, entre autres. Nous avons la Régie des eaux, la SNER, sont des entreprises qui nous vendent leurs services et consorts. Dites-nous, ces entreprises aujourd'hui, sont-elles toujours à la hauteur et quelle stratégie qu'on peut mettre ensemble pour relever ces entreprises et puis agrandir bien sûr le portefeuille de l'État? Je pense que de manière générale, pour les entreprises qui appartiennent à l'État, qu'elles soient du secteur des mines, du pétrole ou de services, des biens et services, le plus grand problème pour moi, c'est d'abord la désignation des mandataires de l'État, c'est-à-dire des personnes qui gèrent ces entreprises. La plupart des personnes à qui on a confié les entreprises n'ont pas été sélectionnées de manière compétitive. On a plus privilégié les rapports de fidélité de ces mandataires vis-à-vis de leur autorité morale ou vis-à-vis de leur parti. Une fois de plus, nous les disons et nous disons qu'il faut qu'on dépolitise la gestion des entreprises de l'État dans notre pays. Dépolitisation des entreprises de l'État. Il faut dépolitiser. Ça veut dire que il faut que l'État arrive à organiser des concours ouverts, n'est-ce pas, à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Des concours qui vont mettre en évidence l'expertise des candidats, la compétence des candidats, mais surtout l'expérience dans la gestion, n'est-ce pas, du secteur ou des secteurs qui vont être mis en compétition. Mais
ce qu'on a vu jusque-là, c'est pas en fait des politiques de nomination qui permettent à ce qu'on choisisse les meilleurs d'entre les Congolais. Pourquoi les Congolais, quand ils sont dans les entreprises privées, démontrent qu'ils sont compétents, mais quand ils viennent dans les entreprises de l'État, ils ne mettent pas en évidence cette compétence, cette expertise et cette expérience. C'est qu'il y a un problème. Donc, le problème qu'il faut corriger. Deuxièmement, je pense que l'État congolais doit pouvoir achever les processus de désengagement de l'État dans les entreprises de l'État. C'est-à-dire, l'État a pris l'option de pouvoir faire de ces entreprises comme des entreprises commerciales. C'est-à-dire comme des entreprises, que ces entreprises soient gérées comme si elles étaient des entreprises des privés. Mais fort malheureusement, là aussi, le processus de réforme n'a pas été à sa fin, comme toujours. Elle a été menée, bien sûr, à une certaine période. Oui, elle a été menée, mais elle n'est pas arrivée à sa fin. Au point qu'aujourd'hui, dans toutes ces entreprises, c'est l'État congolais qui est toujours majoritaire. Ouais. Voyez-vous? Donc, cette question des réformes, il faut voir comment d'abord faire l'évaluation de ce qui a été fait et définir des stratégies pour compléter la réforme pour que ces entreprises deviennent des entreprises commerciales. L'État ne peut pas privatiser toutes ces entreprises. Il peut y avoir des entreprises publiques, des entreprises mixtes, des entreprises privées. Vous ne voyez pas que... Non, le problème pour moi, ce n'est pas qu'on ait des entreprises privées ou des entreprises publiques. Il faut que ces entreprises soient gérées de telle sorte qu'elles puissent satisfaire les besoins de la communauté. Je prends le cas de la Régie des eaux. La Régie des eaux nous fournit de l'eau. Mais quelle est la qualité de cette eau qui est fournie à la population? Quelle est la qualité de cette eau? Ça, c'est la première question. Ouais. Quelle est la régularité de cette eau? Ça, c'est un problème. C'est un problème. Un vrai casse-tête. Quelle est maintenant l'étendue de la fourniture? Voilà. Vous avez ici à Kinshasa des quartiers qui n'ont pas d'eau. Oui, bien sûr. Vous avez ici à Kinshasa des quartiers où les gens boivent encore l'eau des rivières. Ça, c'est horrible. Voyez-vous? Et la problématique de l'eau potable, là, pose encore problème. Oui, donc vous voyez que ces entreprises existent, mais elles ne sont pas capables de fournir des services de qualité. Quand vous prenez la SNEL, vous prenez la SNEL, je pense qu'il y a certainement des problèmes, mais je sens quand même qu'il y a des progrès. Je ne sais pas si ces progrès sont circonstanciels ou vont être pérennisés dans le temps. Je prends le cas de mon quartier. J'habite un des quartiers dans la commune de Ngaliema. Il se faisait qu'on n'avait pas le courant qui vous permet de lire. Donc, quand vous allumez une ampoule, vous ne pouvez pas lire un livre. C'est compliqué. Voyez-vous? Oui. Nous avions des moments où le courant ne venait qu'à 23 heures de la nuit. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est le moment de dormir. Et quand vous l'avez à 23 heures, à 5 heures du matin, le courant est interrompu. Donc, vous ne vous êtes pas servi du courant. Mais aujourd'hui, je constate que dans notre quartier, nous avons un courant qui est permanent et un courant de bonne qualité. Bon, tout ça, ça doit être mis sur les efforts du nouveau gouvernement, mais il faut que ça se consolide. Mais il faut aussi que ça s'étende à tous les quartiers, mais aussi à toutes les provinces. Voyez-vous? Et quand vous avez une entreprise qui vous fournit des services qui ne sont pas de qualité, je pense qu'il faut quand même se poser des questions. Il faut quand même se poser des questions. Un autre problème, c'est que le gouvernement national continue à ponctionner de l'argent. Parce qu'il y a toujours, j'ai vu quelques états financiers, par exemple de la GECAMIN, de la MIBA, des Sokimo, des Sakima. Vous allez voir qu'il y a toujours une rubrique soutien au budget national. Mais les entreprises qui ne réalisent pas de bénéfices trouvent de l'argent pour soutenir les budgets nationaux.
Donc, vous voyez que tout est fait pour que les choses ne marchent pas. Je suis personnellement d'accord avec le président Tshisekedi quand il a pris avec le gouvernement la décision de suspendre tous les gestionnaires, tous les mandataires qui ont été épinglés, n'est-ce pas, dans des rapports de l'IGF. Ça, c'est une bonne décision. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête seulement aux mesures conservatoires, parce que la suspension, c'est une mesure conservatoire. Il faut que les enquêtes sur le plan administratif continuent, il faut que les enquêtes sur le plan judiciaire continuent pour qu'effectivement, ceux qui ont commis des fautes de gestion, ceux qui ont commis des faits qui sont de nature infractionnelle, répondent devant la justice ou répondent devant les services internes, n'est-ce pas, de discipline interne. Ça, c'est important. Je pense que là, le président Tshisekedi a franchi un pas dans la bonne direction. Mais la seconde étape est qu'il ne faudra pas que le président Tshisekedi et les membres de l'Union sacrée considèrent ces entreprises comme un butin de guerre qui vont devoir se partager. Parce que quand il y a eu les partages au niveau du gouvernement, nous avons entendu certains députés dire qu'il y a encore les entreprises de l'État qui attendent. Donc, ils ont l'intention de se partager encore les entreprises. C'est le même système qui est en place jusqu'à présent. Oui, mais c'est pour ça que je voudrais encourager le président Tshisekedi à aller dans le sens de ne pas nommer des mandataires recommandés par les partis politiques, mais d'ouvrir une compétition pour que le meilleur d'entre les Congolais puisse participer à cette compétition et qu'on sélectionne les meilleurs d'entre nous en termes de compétences, en termes d'expertise et en termes d'expérience. Très bien. C'est bien compris sur les entreprises, chers compatriotes. Intéressons-nous maintenant à un autre sujet, c'est la baisse des prix des billets d'avion. Vous avez apprécié cette décision du gouvernement? Je pense que depuis que je suis né, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de la baisse des prix des billets d'avion à l'initiative du gouvernement. Wow. Et donc, pour moi, c'est un effort énorme que le gouvernement a fait et je pense qu'on doit saisir cette opportunité pour féliciter le président de la République, féliciter le Premier ministre et les membres du gouvernement. Est-ce que vous vous rendez compte que aujourd'hui, le billet entre Kinshasa et Lubumbashi, à leur retour, va coûter aux alentours de 450 $. Alors que, avant cette baisse, nous payons 680 $. Une somme énorme, parce que quand vous prenez les pays qui ont presque la même étendue comme l'Afrique du Sud, il y a des trajets que vous pouvez faire à 100 $ en avion. Très bien. Voyez-vous? Et donc, je pense que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts en réduisant certains impôts, certaines taxes pour que les Congolais puissent avoir la possibilité, n'est-ce pas, de voyager. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un pays où il faut réfléchir pour voyager. C'est pas normal. Et il y a des gens qui sont nés à Kinshasa qui ne sont jamais allés dans une autre province du pays. C'est pas normal. Mais quand vous allez par exemple en Afrique australe, vous pouvez voyager facilement par route parce que les pays sont interconnectés, mais vous avez aussi la possibilité de voyager par avion à moins cher. Très bien. Mais ici, le vrai problème, c'est que certains dirigeants politiques étaient des actionnaires dans certaines entreprises. Et là, ça va poser un problème. Et donc, faire l'effort dans le sens de la réduction pour, n'est-ce pas, faire bénéficier aux populations la possibilité de voyager était quelque chose de difficile. C'est pour ça que la participation des hommes politiques
au commerce, à faire le commerce, d'abord faire le commerce pour un homme politique, pour un dirigeant politique qui est au pouvoir, c'est quelque chose d'interdit. Et quand bien même il doit être actionnaire dans une entreprise, ça doit être encadré par les lois. Parce que ceux-là qui doivent lutter pour que les prix des services, les prix des denrées alimentaires diminuent, si eux-mêmes ils sont dans le commerce, la conséquence est que... Pour le billet, ça ne pose pas de problème, mais pour le prix des denrées alimentaires, c'était ça ma sous-question, ça pose déjà problème puisque la FEC montre déjà au créneau pour dire que... Nous savons tout compte fait que les opérateurs économiques exagèrent les prix de certaines denrées alimentaires ici à Kinshasa. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que le gouvernement doit trouver un terrain d'entente avec la FEC. Oui. Mais il s'est fait malheureusement que le gouvernement était parti vite en besogne en annonçant certaines baisses alors que l'accord n'était pas encore trouvé avec la FEC. L'accord, ça peut être à quel niveau? Non, l'accord c'est pour ce qui concerne... Alléger les taxes, les impôts? Non, c'est d'abord en termes de prix. Bien sûr. En termes de prix d'achat. Et je suis bien content que le gouvernement ait bien fait, ait bien fait d'envoyer certains membres, n'est-ce pas, de l'administration dans les pays où ces biens viennent, comme la Namibie pour ce qu'on appelle communément ici les poissons Thomson ou les Cheshire, pour aller se rendre compte du prix, n'est-ce pas, d'achat, c'est combien. Et quand on met tous les éléments du prix des revient jusqu'ici à Kinshasa, quel est le prix normal? Parce que souvent, nos opérateurs économiques, comme nous étions dans une jungle des opérateurs économiques exagérés, mais je suis tout à fait d'avis qu'il faut que le gouvernement continue les efforts de concertation, continue les pourparlers avec la FEC pour qu'on trouve les justes milieux. Parce que les opérateurs économiques aussi ne sont pas des philanthropes. Merci beaucoup en fait, tout ça. De donner ces choses à vil prix aux populations. Est-ce que les traitements de nos compatriotes qui travaillent dans leurs entreprises est-il normal? Vous vous intéressez à ces questions-là? Pour avoir enquêté sur certaines questions liées au traitement des Congolais dans les supermarchés, dans les restaurants, dans certaines affaires ici à Kinshasa, je peux vous dire que on est pratiquement à l'époque de l'esclavage. Mes mots sont durs, bien sûr, mais on est à l'époque de l'esclavage. Les Congolais sont maltraités comme pas possible. Les Congolais sont exploités au vu et au su de tout le monde, et vous avez même l'impression que les différentes inspections du travail en charge de la protection des Congolais protègent plus les patrons que les Congolais. Et ça, c'est vraiment dommage, et vous avez énormément d'affaires là-dessus. Vous avez par exemple des supermarchés ici qui ouvrent à 6h30 du matin et qui ferment à 21h. Est-ce que l'État s'assure que tous ceux qui travaillent là-bas bénéficient des heures supplémentaires et que ces heures sont payées à des prix prévus par la loi du pays? Je peux vous dire que la réponse est non. Et là aussi, je pense que c'est un domaine sur lequel le gouvernement de M. Sama Lukonde doit pouvoir avoir un regard. On ne peut pas accepter que des gens s'enrichissent en rendant les Congolais pauvres. Parlons en 2 minutes les cas du marché de Kinshasa, le marché central. C'est quoi le vrai problème là-bas? Bon, il faut dire que le cas du marché central, ce n'est pas un cas que j'ai suivi de près, mais il faut quand même dire que les choses telles qu'elles ont été faites, il y a eu beaucoup de violations de droits des commerçants. Voyez-vous, de droits des commerçants. Monsieur Ngobila se comportait comme si c'était dans une jungle. Je pense qu'il y a quand même des droits élémentaires des personnes
qui ont pris des engagements de l'État qui doivent être respectés. Et notre État doit apprendre à respecter ses propres engagements. Vous ne pouvez pas, pour des gens qui ont conclu des contrats avec l'État, pour la location par exemple des étalages, vous vous réveillez le matin, vous dites que vos contrats sont tombés caducs sans contrepartie. Ça c'est gérer l'État comme on gérerait une jungle par un lion. Mais dans un État démocratique, je pense que ce sont des choses que nous devons non seulement refuser, mais condamner fermement. Très bien. Voilà, tel sera son dernier mot, chers compatriotes. Acceptez qu'on vous dise merci et surtout au revoir, à très bientôt. Merci. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.